Salut mon petit loup, c'est Stygiane, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Le chapitre 9 est là, on a fait nos openings, on a eu une opening assez mitigée, j'ai eu 3 caisses sans enchanté, 3 caisses avec enchanté, donc c'est un peu 50-50. Mais j'ai eu beaucoup de Dumbo, et justement Dumbo, parlons-en. J'avais estimé qu'il allait effectivement être très fort, mais de là à ce qu'il atteignent les 70 euros sur Card Market à l'heure à laquelle je parle. Je m'y attendais pas du tout. Donc, voilà, c'est les aléas des cartes. Mais du coup, qu'est-ce qui explique qu'il est à une aussi grosse cote? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. On a eu du coup le premier week-end de tournoi chapitre 9, dont la plupart sont aux États-Unis. Et il y a deux decks qui sont revenus ultra dominants par rapport au reste. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Je lance le générique et c'est parti. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Card Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui évoque Hades. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande? Du coup, donc vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Card Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment, vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, Style 8, 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors, comme tu l'as vu sur la miniature, on va pas faire trop de suspense non plus. Les decks qui ont dominé les trois tournois, enfin en tout cas les données méta qu'on a eu, les premières métadonnées avec lesquelles les decks ont été assez dominants, c'est du coup Blurple et Grimauve. Alors, il y a des petites variations dans la decklist, mais on va s'attaquer un petit peu au nœud du problème, voir un petit peu ce qui fait que le Blurple est devenu aussi fort et pourquoi le Grimauve rivalise presque à armes égales, en tout cas pour les premières données des tournois qu'on a eu ici. On a très très peu de données bien évidemment, mais ça nous donne déjà une idée et ça a influencé beaucoup la cote des cartes puisque Dumbo est passé de 50 euros à 70 à l'heure à laquelle je parle. Et alors que les autres cartes du set ont presque toutes décoté. Donc il y a un intérêt certain pour Dumbo. Du coup, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans ce genre de decklist là? Alors il faut savoir quand même que le Blurple a gardé sa base, qui était composée de Typo, de Voguer et de Hades. Donc c'est vraiment je veux dire, les 12 cartes incontournables du deck. Bien entendu, il a conservé Elsa et il a conservé
génie, mais ce sont des cartes qui n'étaient pas de toute façon prévues pour tourner dans la rotation. Donc au final, enfin je dis ça, mais Tipo et Vogué non plus au final, donc on peut très bien considérer que Génie, enfin on va considérer que Génie et Elsa font partie du pool de cartes très important, mais du coup il a conservé, plutôt c'est ça le terme exact, il a conservé Belle qui a été reprint, et donc du coup Hades qui a été reprint, Elsa qui a été reprint, et donc fatalement la grosse base du deck Blurple qu'on a connu jusque maintenant n'a été que renforcée, puisque le Steel Song a perdu ses Zeus, le rouge a perdu Biprep, enfin voilà, il y a plein de cartes qui n'ont pas eu la chance d'être print et qui rendent du coup le deck Blurple plus solide que jamais. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la decklist? Il y a la réapparition, puisque nous avons perdu Belle et Glassalo, de Théa dans le deck, qui avait complètement disparu de la circulation, parce que Glassalo, Belle, mes amis de l'au-delà, c'était le truc le plus worse à faire. Alors, on a un petit Basile qui est une 2 à support. Alors, je rappelle la mécanique support, c'est une mécanique qui a toujours été un petit peu éclatée au sol dans l'Orcana, ou en tout cas qui n'a pas toujours abouti à quelque chose de concret. Bah, il se pourrait bien que là, du coup, ça soit quelque chose de concret. Alors, ce petit Basile, vu qu'il a support, ça veut dire que quand il va partir à l'aventure, il va choisir un personnage où il va lui donner ses points de force qui vont se rajouter aux points de force de l'autre personnage. Donc, en gros, si vous avez Basile en TA et que sur votre tour 4, vous avez, enfin, votre tour 3, pardon, vous avez mis Génie, et bien du coup, vous pouvez quest avec le Basile, donner les deux d'attaque au Génie qui deviennent 4-4 et qui peut aller chercher un Génie en face si vous avez joué Elsa le tour d'après pour forcer le Génie à s'incliner s'il ne s'est pas incliné de lui-même, ou faire Yago, devenir une 6-6 qui peut aller chercher un Mawireka, enfin bref, il y a des trucs à faire avec le soutien ici. Et puis c'est ATA, donc c'est chouette parce que dans bleu, on utilise beaucoup d'encre. Donc du coup, ça permet de faire des petits tours assez sympathiques. Alors nous avons Rafiki qui est, vous allez le voir dans les decklists, qui est en guerre un petit peu avec Garde Royale. Il y a une team Rafiki, une team Garde Royale, j'ai remarqué. Moi perso, je suis plus team Garde Royale ou Rafiki. Franchement, les deux sont forts. Vous avez Rafiki qui devient une 3-2 à votre tour et qui, avec grâce à Force Hypnotique, devient une 5-2. Et grâce au support de Basile qui peut devenir une 7-2. Bon, je ne sais pas si vous allez le faire souvent, mais il y a de l'idée. Mais au final, Garde Royale, vous piochez la carte du début de vos tours, ça devient une 2-2. Vous avez Force Hypnotique, vous lui donnez offensif plus 2, ça devient une 4-2. Plus la carte de Force Hypnotique, ça devient une 5-2. En fait, au final, elle obtient les mêmes stats que Rafiki. Donc c'est vraiment. Je pense que Rafiki c'est plus pour l'early, Garde Royale c'est plus pour l'early et le mid-game. Parce que vous allez piocher continuellement beaucoup de cartes. Donc, vous avez l'opportunité d'avoir plus souvent votre garde royale qui va dépasser les 3 d'attaque, alors que Rafiki risquerait d'être bloqué à 3 d'attaque. Mais, Rafiki ou garde royale, quoi qu'il en soit, ça reste deux bonnes alternatives pour aller chercher des early trades de toute façon. Tipo qui est incontournable pour pouvoir ramper sur le tour 4, parce que je rappelle que Blurple, c'est une condition de victoire importante, c'est d'avoir sa rampe T2. Donc il faut voguer ou typo pour pouvoir profiter de la rampe. Et justement, le tour d'après, commence à mettre vos tours 4 parce que vous remarquerez qu'on ne joue pas de tour 3 du tout dans le deck. Donc si vous n'avez pas votre rampe, il faut mulligan pour l'avoir. C'est ultra important, sinon c'est très compliqué de gagner une game. Mais bon, vous avez quand même 8 cartes sur 60, donc il y a moyen de les choper au mulligan, au moins une des deux. Alors le Dumbo, qui du coup est un petit peu ce qui est assez incroyable dans le deck, c'est-à-dire que c'est une évasive 3-3. Il n'y a plus les Zeus, les perdus dans l'hiver, etc. Il y a beaucoup moins de chansons de gestion grise. Donc ça veut dire que les personnages que vous posez sur le board vont avoir tendance à rester. Alors oui, il se prend Smash. D'ailleurs, on verra peut-être dans une autre vidéo les cartes qui peuvent contrer Dumbo. Mais voilà, je vous en dis quelques-unes. Il y a Smash, il y a Plus ardent que le feu des volcans. Il y a Vincenzo Santorini, mais bon, lui il vient tard quand même. Mais Dumbo généralement ne va pas se jouer en pleine curve. Généralement, vous allez le jouer quand vous avez déjà mis Génie, Elsa ou peut-être Yago et vous allez le mettre après. Ou si vous le mettez en tout cas trop tôt dans la partie, il risquerait potentiellement de se faire smasher la tête. Il y a aussi N'écoute que moi pour les hommes qui peuvent le gérer aussi. Il y a la Real Alter qui peut
Quand vous chantez une chanson, vous faites 3 dégâts sur le Dumbo. Il y a des cartes pour le contrer de toute façon. Le génie gris aussi qui peut trade le Dumbo. Mais voilà, le problème qu'il y a entre guillemets de Dumbo, c'est qu'il ne vient pas sur le tour 4, il va venir plus tard normalement. Vous allez toujours préférer pouvoir mettre le génie ou limite même Madame Mime éléphant qui va vous permettre d'avoir un gros ton 3-7 très très solide en value trade parce que début de votre tour, vous allez pouvoir déplacer 2 de ses dégâts sur un autre personnage. Donc au final, on n'aura pas envie d'aller vous la trade, sauf si on est sûr de vous la tuer instantanément. Donc au final, il y a des chances qu'elle reste au moins 1 ou 2 tours. Ou alors éventuellement même Yago, parce qu'il n'y a pas tant d'actions que ça non plus qui cible. Il y en a, bien entendu, mais voilà, je pense que c'est toujours... C'est potentiellement... Autant le chapitre précédent, Yago, j'aimais pas, autant ici, je n'aime toujours pas parce que c'est une carte qui est trop forte ou trop nulle, ça dépend vraiment de la situation. Et moi, j'aime bien un petit peu de stabilité. Donc vous allez attendre mon chien qui va débouler ici. Stitch. Stitch. Ah non, fausse alerte. Du coup, donc moi je préfère éventuellement mettre un autre personnage plutôt que Yago, mais force est de constater que Yago reste quand même un choix très très fort pour le coup. Surtout que ça se combine avec Dumbo, enfin voilà, même si on préférera taper avec Yago, mais au final ça fait quand même une insaisissable en plus qui peut être utilisée pour piocher. Alors, nous avons Madame Mime, enfin Génie, ben voilà, c'est l'incontournable. Madame Mime, j'ai expliqué, donc 3-7. Étant donné qu'on rejoue. Étant donné qu'on rejoue des TA, c'est mon chien qui vous dit bonjour. Hein. Étant donné qu'on rejoue des TA, vous avez l'opportunité de bounce vos TA. Et ça vous autorise du coup à jouer votre Madame Mime éléphant qui est très très forte pour le coup parce que vous tapez avec elle, vous avez des dommages du coup sur elle. Il y a de sorts de gestion à distance, donc du coup qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'opportunité de transférer les dégâts soit les siens, soit via Bmax qui vient juste après, soit via Belle. L'air de rien, c'est pas dégoûtant du tout. Bmax, parlons-en. Quand vous jouez ce personnage-là, vous pouvez retirer 2 dégâts d'un de vos personnages et vous gagnez du coup 1 de l'or par dégâts que vous avez retiré. Et quand il part à l'aventure, il a le même effet. Donc vous pouvez retirer 2 dégâts, enfin maximum de dégâts d'un de vos personnages et vous gagnez 1 de l'or par dégâts retirés. Donc en gros, vous le jouez pour 5, vous enlevez 2 dégâts parce que du coup vous en aurez fait de toute façon parce qu'il y a possibilité d'en faire. Vous gagnez 2 de l'or. Le tour d'après, vous refaites un petit trade, il part à l'aventure. Vous resoignez un perso. Vous gagnez 2 de l'or parce qu'il est parti à l'aventure et vous gagnez 2 de l'or parce qu'il a soigné. Voilà, en gros, vous comprenez l'idée, c'est cool. Belle pour transférer les dégâts qui se jouent du coup à 4 parce que c'est très très important. C'est une manière d'aller chercher du coup des personnages à distance. Elsa qui incline et qui du coup grâce à Basile peut devenir une 4-5 et du coup aller trade un génie tout de suite. Tic-tac, pardon, qui est une 4-7 insaisissable. Alors pourquoi elle est là? Parce que c'est une 4-7 qui peut devenir une 6-7 via Force Hypnotique ou via Basile. Que du coup elle a 7 points de vie. Donc en fait elle peut aller taper, avoir des dégâts sur elle, à transférer après ou à soigner avec Bmax pour gagner du lore. Et en plus on peut le coucher pour l'effet de Dumbo. Donc voilà, au final c'est du bonus. 4 Hades incontournables, 2 Elsa qui reviennent du coup dans le deck parce que du coup elles sont très fortes. Étant donné que ça permet de coucher 2 personnages. Et puisque les interactions avec les personnages sont plus importantes ici, bah, vous gelez 2 personnages, vous l'aurez à 3, enfin bref, c'est parfait. Force hypnotique qui permet du coup de donner offensif plus 2 et de piocher une carte. Voguer qui permet fatalement de ramper. Vision qui permet de creuser pour aller chercher quelque chose d'utile. Puisque forcément on a quand même plus les belles glace à l'eau, Tamato, etc. Il faut quand même qu'on puisse creuser dans son deck. Finder's Keepers pour piocher et dans un autre monde qui permet de envoyer un personnage qui est incliné dans l'encre, qui du coup est une 8, enfin avec Hades ça fait 8 cartes qui peuvent aller chercher un personnage à distance et l'envoyer en encre. Lui ne nécessite pas qu'elle soit inclinée, mais lui oui, mais étant donné que de toute façon là cette fois-ci il y a beaucoup de personnages qui doivent s'incliner pour taper, trade, etc. Ça arrive souvent que les personnages soient inclinés. Alors, nous avons une autre decklist Blurple qui cette fois-ci reste assez similaire, mais par contre on a un garde royal. Et nous avons Picsou à la place de Yago. Donc Yago peut être cut éventuellement pour mettre des Picsou. Il y a par contre 4 Madame Mime éléphant. Donc voilà, il y a 2 possibilités. Enfin, pour le moment, il y a 2 possibilités qui ont l'air optimales entre guillemets de jouer des tours 4 qui sont tous les 4 très impactants pour le coup. Belle Elsa ça reste, Tic Tac ça reste, Hades Elsa ça reste aussi, Force Hypnotique
c'est sensiblement la même chose. On n'a pas joué les visions de l'avenir, on a plutôt préféré mettre 4 Finders Keepers qui au final ne sont pas déconnantes du tout. Et tout le monde a une faiblesse qui retire du coup à dégâts d'autant de personnages que vous avez des dégâts dessus. Enfin, vous avez 4 personnages avec au moins un dégât, ben, vous retirez un dégât de chacun. Et vous mettez tout sur un personnage et vous piochez une carte par dégâts que vous avez déplacés de cette façon. J'ai envie de dire, c'est clairement pas déconnant du tout. Ça fait une carte en plus de pioche, puisque ben voilà, on perd Glace à l'eau, Tapatoire, Belle, etc. Mes amis de l'au-delà. Donc pourquoi pas moi, perso dans ma decklist, j'ai essayé deuxième étoile sur la droite, c'est cool aussi. Donc voilà, ou deuxième étoile sur la gauche. Je crois que c'est deuxième étoile sur la gauche ou sur la droite, je sais plus. Du coup, ça peut être utile aussi. Mais essentiellement, ça reste quand même plus ou moins la même grosse base de decklist. Il y a juste Garde Royale, Picsou et tout le monde a une faiblesse qui rentre dans le deck. Le reste est plus ou moins similaire. Les ratios ont changé, mais au final, le résultat est là. Troisième decklist qui ici joue par contre plutôt sur le fait d'ancrer euh, à l'aveugle via les Donald. Alors on a toujours Basile qui semble être quand même la carte TA qui va devenir incontournable dans le Blurple. Garde Royale, mais ça aurait pu être Rafiki, Typo, voilà, Dumbo, Génie, Madame Mime en 2 exemplaires. Là on a un petit Rafiki, enfin un petit Rafiki, un Rafiki à charge. Donc lui c'est une 1-4 qui a charge. Il aura 2 et alors quand on le joue, le tour où on le joue, il gagne Challenger plus 4 donc ça devient du coup une 5-4 qui a charge. Très efficace pour aller chercher des trucs dans les decks aggro. Nous avons Belle qui transfère les dégâts. Donald qui du coup vous permet, quand vous le jouez, vous ancrez la carte dessus de votre deck et vous la mettez dans votre réserve d'orgue. Ça vous permet d'accéder plus vite du coup à ADS. C'est une question de choix. Perso, je déteste ancrer à l'aveugle. Mais étant donné qu'ici, il y a quand même des ratios en plus qu'un exemplaire, il y a moyen quand même de s'en sortir. Mais voilà, moi perso, j'aime pas pour la simple et bonne raison qu'en fait, je joue avec les stats de mon deck et quand je sais pas ce que j'ancre, bah du coup, je ne sais pas quelle carte n'est plus en X exemplaires dans mon deck et donc ça m'embête un petit peu. Mais ça reste viable. Attention, si ça ne vous dérange pas, faites-le, c'est très fort. Elsa pour cocher, Ursula pour avoir une carte en plus qui couche, peut relativement être assez efficace combiné dans un autre monde, au final, qui permet d'être chanté sur le personnage que vous allez coucher s'il fait 3 de coups minimum. Anna, qui du coup remet la mécanique de soutien en plus de Basile, qui quand elle part à l'aventure, si vous avez Elsa, vous gagnez un de l'or. Ça peut être. Vous gagnez un de l'or, n'importe quoi. Vous piochez une carte, je confonds avec Dumbo. Et elle a soutien, donc elle peut mettre son attaque à un autre personnage qui peut devenir une très grosse arme de destruction massive. Hades, Elsa, Force hypnotique, Voguer, Yago, Finer Skippers dans un autre monde. Et alors on a une plume pour donner insaisissable à un perso, n'importe lequel, pour pouvoir être de toute façon soit insaisissable, soit pouvoir s'activer avec l'effet de Dumbo. Donc là c'était pour le côté Blurple. Donc 3 decklists qui sont quand même un petit peu différentes mais qui gardent quand même la même idée de base. Donc n'hésitez pas si vous voulez partir sur Blurple, c'est le moment, c'est l'instant. Maintenant, je pense que de toute façon, la méta va se stabiliser. Ici, c'est parce que on a très peu de données. Il y a très peu de gens qui ont peut-être testé ou très peu de gens qui ont fait des tournois. Il y avait peut-être aussi beaucoup de Blurple ou de Grimauve parce que les gens avaient très envie de jouer Dumbo. Parce que je pense que les gens ont très très envie de jouer Dumbo. Et puis voilà, Mauve ici commence à s'installer tout doucement comme la meilleure couleur de l'Orcana. Ça l'était déjà avant parce que ça avait beaucoup de pioches et ça générait beaucoup de value. Donc du coup, bah, ici, c'est un peu le même délire. Vu que les autres decks ont perdu un petit peu des cartes de pioche importantes, bah, le mauve en a perdu, mais on a regagné quand même par après, parce que Dumbo est quand même un très très gros ajout. Et du coup, sans transition, nous allons passer sur le gris mauve, qui est l'autre mastodonte de ce début de méta. Je rappelle, c'est un début de méta, composé de Capitaine Crochet, Diablo, Garde Royale, qui est une A4 du coup, qui a... c'est une illusion. Donc du coup, si on la cible avec une action, elle est bannie. Mais bon, vu qu'on joue Force Synoptique et Yelena, ben, on a l'opportunité de la transformer en 3-4 et d'aller chercher un trade de toute façon. Capitaine Crochet qui devient du coup une 3-2 également avec Force Hypnotique, ça devient une 5-2. Donc on a l'opportunité d'aller chercher quand même pas mal de petits trades avec ces 2 cartes-là. Diablo bah, pour piocher. On a Kaloun anti-aggro, donc de toute façon c'est super fort. Prof, quand on a sa main vide, on le joue, on pioche 2 cartes. Cusco, même effet que Diablo. Génie pour aller trader les insaisissables. Le Cobra pour générer du lore passif. Jafar et Yelena, quand on les joue, ils donnent Challenger plus 2 à un personnage. Donc en gros, vous avez une 3-2, une 2-3 qui vont booster
votre Kaloun, votre Cusco pour aller taper, votre Doc pour aller taper, votre Garde Royale pour aller taper, même votre Diablo devient une 2A, le Capitaine Crochet ça devient une 5-2, donc il y a de quoi faire. À Dumbo, parce que du coup le deck ne joue pas exclusivement sur la mécanique des ailes saisissables, mais par contre Dumbo peut faire l'effet sur lui-même pour générer du lore passif et pour piocher une carte, génie incontournable. Isma qui fait son retour, enfin qui fait son retour, enfin qui fait son entrée, je vais dire ça comme ça, dans la mécanique mauve, 3-3, donc on doit la cleaner, donc on attend qu'elle sèche. On la clean, mais si on a clean, pardon, désolé, je parle du nez, c'est compliqué, je suis en train de choper un rhume. Si vous avez 3 cartes ou moins dans votre main, enfin piochez pour avoir maximum 3 cartes en main. Elsa pour incliner, force hypnotique pour booster, et plus avoir que le feu des volcans pour aller chercher un petit trade et une petite chanson de gestion. Le deck fait le café, il a une sortie quand même assez agressive, il a de la présence sur le board. Quand je dis agressif, c'est pas forcément en lore, c'est plus en personnage, parce que en fait, vu que vous allez piocher, ben, vous allez savoir mettre tous les tours des petits personnages et flood le board et piocher, et vous n'allez pas vous épuiser. Et quand vous êtes épuisé, de toute façon, vous avez Isma, vous refaites une main, vous piochez 3 cartes. Vous avez Dumbo qui fait l'effet sur lui-même, vous générez du lore, vous piochez une carte. Ça vous fait accéder plus vite à vos cobras géants, ça vous fait accéder plus vite à vos génies, ça vous fait accéder plus vite à vos Kaloun. Enfin bref, ça donne beaucoup d'impact. Le Grimauve, l'air de rien, n'a pas perdu tant de cartes que ça. Il garde Kaloun, il garde Prof. Voilà, il a perdu les bounce un petit peu, mais au final, il gagne au change parce qu'on met des cartes qui le remplacent, enfin qui remplacent un peu cette mécanique-là. Et de toute façon, le bounce étant partie de tous les decks violets, bah voilà, ça remet un peu du beurre dans les épinards. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire avec un deck pareil. C'est assez sympathique. Perso, si je dois jouer mauve, je jouerais plutôt Blurple parce que bah, j'ai joué Blurple pendant des mois et des mois. Donc je préfère éventuellement m'aiguiller sur Blurple, mais faut quand même constater que Grimauve, c'est assez qualitatif et c'est assez violentissime. Alors on a un autre style de decklist qui me correspondrait éventuellement un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus contrôle, un petit peu plus couteau suisse. On a toujours Prof, Joyeux, donc là on a l'intégration de Joyeux, Kaloun, on a Prof, on a Monsieur Mouche, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Génie, Cobra Géant, Lilo. Lilo qui, du coup, elle, quand on la joue, elle donne Challenger plus 2 à tout le monde. Et quand elle part à l'aventure, elle donne Challenger plus 2 à un alien qui peut taper les personnages redressés. Bon, dans ce cas-ci, nous n'avons pas d'alien. On la joue clairement pour le côté donner offensif plus 2 et transformer ces personnages-ci en armes de destruction massive. Même ceux qui sont ici, en fait, au final, mais de base, on ne va pas la jouer sur le T3 sauf si on a vraiment besoin d'aller trade. On peut la jouer plus tard, ça posera pas de problème. Tinkerbell qui est une insaisissable. Dumbo qui du coup ici est joué à 4 qui est plus centrale dans la mécanique parce qu'elle part sur le côté évasive avec lui-même, avec Tinkerbell, avec Génie, avec Monsieur Mouche qui sont insaisissables à leur propre tour. Génie qui du coup est incontournable. Isma par contre en 2 exemplaires. Belle pour transférer les dégâts. Elsa pour incliner. Fée Clochette pour altérer sur cette Fée Clochette là ou pour jouer pour 6 et faire un dégât sur tout le monde. Force hypnotique pour toujours le côté plus 2 piocher une carte. Plan désespéré qui du coup si on n'a pas de carte en main on pioche pour avoir 3 cartes en main. Et par contre si on a plus que 3 cartes en main on peut jouer cette carte là, on défausse autant de cartes on veut pour piocher autant de cartes. Fracassé qui est là du coup pour aller chercher le Dumbo en face, Isma en face ou n'importe quoi d'autre qu'on peut aller chercher avec un Smash. Mais du coup le Smash a son utilité ici principalement pour Dumbo et pour Isma en miroir ou contre Blurple ou contre un deck où il y a du mauve et qui joue Dumbo. Plus ardent que le feu des volcans qui permet d'avoir une carte de gestion. Et la mine combinée à Happy et Doc qui quand on déplace du coup un personnage sur ce lieu-là une première fois sur le tour, on peut infliger un dégât à un personnage adverse. Et si on a déplacé un chevalier du coup sur la mine, on peut infliger 2 dégâts à la place. Donc ça fait des dégâts à distance. Combiné à Smash, combiné à plus ardent que le feu des volcans, combiné au transfert, combiné à Fée Clochette. Enfin, voilà, ça fait des petits dégâts à distance, etc. C'est assez sympathique. Cette decklist-là me plaît un petit peu plus, en tout cas dans mon style de jeu. Ceux qui vont préférer un style de jeu un petit peu plus agressif avec des carrés de cartes, bah, foncez là-dessus. Ceux qui veulent un style de jeu un petit peu plus contrôle, un petit peu plus couteau suisse, réponse un petit peu plus à plein de choses, bah, partez sur ce truc-là. En plus, moi j'aime bien la grosse fée clochette, donc c'est assez sympa. Je suis content qu'elle soit reprint. Et alors, dernière version du deck qui du coup est encore
relativement différente, qui tourne toujours autour de Dumbo, mais par contre qui est composée de Capitaine Crochet, Diablo, Garde Royale, Kaloun, Prof. Bon, ça n'a pas l'air de changer beaucoup. Madame Mime qui apparaît, qui du coup donne enfin, la Challenger plus 1 et elle donne Challenger plus 1 à tous vos personnages. Donc du coup, ça va transformer Capitaine Crochet en 4-2, ça va transformer Kaloun en 4-2, ça va transformer Garde Royale en 2-4, ça va transformer Raja en 4-3, ça va transformer Génie en 4-4 qui va directement pouvoir aller chercher un génie adverse. Le Jafar qui est joué pour donner offensif plus 2 à quelqu'un, Capitaine Crochet, enfin bref, vous avez compris la musique. La rose blanche pour générer du lore passivement, Dumbo pour générer du lore passivement, et piocher, génie parce que c'est génie. Alors, la grotte des trésors, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça en français, mais c'est la grotte d'Aladin, là où il y a la lampe du génie. Quand on joue ce personnage-là, si on a un personnage illusion en jeu, on peut piocher une carte, ça tombe bien. On en a 3, 7, 10. Donc on a 10 personnages illusion qui, d'ailleurs celui-ci c'est la T2 qui n'est pas dégueulasse, qui, si on joue cette carte-là juste après, on pioche une carte, en plus elle l'aura 2, donc au final ça vous fait piocher une carte. On pourrait mettre éventuellement Dolores Madrigal à la place qui fait piocher une carte quand un personnage en face est incliné, mais ici si vous avez un personnage illusion, vous savez que vous allez piocher une carte, sachant qu'il y en a quand même 10, donc c'est quand même 10 cartes sur 60, c'est pas non plus dégueulasse. On a une belle par contre pour transférer les dégâts, Elsa qui est incontournable dans le deck, Jasmine. Jasmine c'est une 3-7 qui leur pour 2 qui est insaisissable à votre tour. Vous devez défausser une carte, enfin vous pouvez défausser une carte pour lui faire gagner offensif plus 3 qui devient 6-7 qui du coup va chercher absolument tout ce qui est insaisissable dans le jeu. Et puis vu que c'est une 3-7 elle peut subir des dégâts qui sont transférables par Belle ou éventuellement vous allez faire des trades et puis c'est bon comme ça au final. Avec Madame Mime ça peut devenir une 4-7 aussi, donc elle va directement tuer le génie sans qu'on doive défausser une carte. Elle va tuer Dumbo de toute façon sans qu'on doive défausser une carte. Mais par contre, elle va chercher génie avec combiné à Madame Mime, donc c'est pas non plus dégueulasse, même combiné à Jafar en fait au final, ça peut devenir une 5-7, enfin bref, vous n'êtes pas obligé de faire son effet pour profiter de l'offensive plus 3, parce qu'il y a des cartes qui peuvent très bien lui donner un boost d'attaque, mais elle-même toute seule peut s'auto-booster. Et 4 plus ardent que le feu des volcans, qui semble être aussi le sort de gestion rescapé de la méta, et qui devrait de toute façon, d'ailleurs ce deck-là a fini premier ici, voilà, qui pourrait de toute façon trouver sa place dans le deck de manière définitive. Donc voilà, vous avez une vidéo qui comprend littéralement deux archétypes qui sont Blurple et violet-gris, avec 3 decklists à chaque fois qui ont fait un top dans 3 tournois différents aux États-Unis. Alors je répète, cette info est à prendre avec des pincettes. Par contre, si vous aimez bien jouer mauve, faites-vous plaisir. Moi perso j'aime bien jouer mauve, mais je vais essayer de partir sur un truc pour essayer de les contrer par l'esprit de challenge. Donc voilà, je vais essayer de contrer Blurple et violet gris. Maintenant je garde quand même le Blurple dans mon cœur et je le jouerai de toute façon. Mais je vous avoue que j'ai jamais été fan de jouer beaucoup de miroirs et je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Donc je vais un peu me diriger sur autre chose, rien de bien méchant. N'hésitez pas à aller voir le Dreamborn du Blurple. Dans ma vidéo précédente du Blurple, je l'ai modifié pour que ça colle un maximum à ce qui est montré ici dans les decklists. Parce qu'en fait, l'heure à laquelle je tourne la vidéo, Dreamborn est caput. Donc je ne sais pas vous faire une decklist sur Dreamborn et la mettre ici en lien en description. Mais quand Dreamborn sera réparé, j'essayerai de résoudre ce petit problème. Donc voilà, du coup, dis-moi quoi franchement, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mon petit loup. Essaye de me dire toi sur quoi tu vas partir. C'était Stygian. N'oublie pas de poster la vidéo si tu peux, parce que ça me permettrait de monter dans l'algorithme et ça me donnerait beaucoup de visibilité. On est à 1319 abonnés, on a dépassé la barre des 1300 abonnés. Il y a un petit concours qui se prépare qui va pas tarder à arriver. Je réfléchis juste à la forme que je vais lui donner, mais je n'ai pas oublié. Merci infiniment. C'était Stygian. Mouah.